Bonjour, je suis David Minucci, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans Robe. Ici, pas de robe, pas de langage juridique, uniquement des discussions authentiques et sans filtre. Alors j'ai le plaisir de recevoir trois avocats engagés autour de la table aujourd'hui. On va parler du coup de l'avocat collaborateur. Et donc je vais commencer les présentations par maître Chloé Schmitt-Sarels, donc avocat au barreau de Lille en droit public. Et alors je préciserai en droit de l'environnement parce que j'ai vu que tu étais engagé sur les questions liées à l'environnement. Donc tu es la présidente de l'UJA de Lille, donc l'Union des jeunes avocats. Tu es également membre du Conseil de l'Ordre de Lille. Ensuite, nous avons maître Léo Olivier, donc avocat au barreau de Lille en droit de la santé. Donc tu es l'ancien président de l'UJA, donc l'Union des jeunes avocats de Lille, mais tu es également enseignant du coup alors à l'ICSAD, donc ça c'est l'école de formation des avocats de Lille. Tu es également enseignant à l'école catholique de Lille et à l'université de Lille 2, je suppose que ça doit être, donc en droit, je suppose. Et ensuite, nous avons maître Cyril Dubois, avocat du coup au barreau de Valenciennes. Donc, tu es avocat en droit des affaires. Et donc, je vous remercie tous les trois d'être présents aujourd'hui pour discuter de ce sujet un peu brûlant, on va dire, hein, qui en tout cas intéresse toujours très fortement l'ensemble des avocats. Donc, je voulais un peu qu'on discute, qu'on échange là-dessus pour savoir pourquoi cette durée de collaboration tend à se réduire. Alors, je ne sais pas qui veut commencer sur ce sujet. Vas-y, Chloé. On parle beaucoup de ce sujet. Je pense que il faut vraiment rappeler que finalement, le statut d'avocat collaborateur, il est tel qu'il est aujourd'hui. Il a ses limites, il a ses bons côtés et ses limites. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes confrères et de jeunes consoeurs qui n'acceptent plus vraiment d'avoir un statut qui ressemble à du quasi-salariat sans avoir les garanties nécessaires, la rémunération, le contrat de travail, les avantages qui vont avec et une certaine sécurité, je pense. Ça, c'est un des premiers points que j'ai identifié, mais je pense que c'est vraiment une partie du sujet. Ouais, après, je suis pas certain que ce soit le modèle en tant que tel, mais de la manière dont on le conçoit. C'est-à-dire que pour la majorité, mais après on pourra pas être d'accord là-dessus, puisqu'il y a des avocats qui sont collaborateurs salariés et des avocats collaborateurs libéraux, et rien que sur ce positionnement-là, en sortant d'école, on n'est pas forcément bien centré sur ce qu'on veut à ce moment-là et quel collaborateur on veut être quand on sort. Collaborateur salarié, est-ce que vraiment ça existe ? Parce que j'en ai jamais rencontré. Au niveau des statistiques, les collaborateurs salariés sont très 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 faibles. Ouais, tout à fait. Et on a souvent ça des avocats collaborateurs salariés dans des gros cabinets. Au Je pense notamment au Big Five, notamment sur la place de Paris. Et nous, sur nos barreaux respectifs, Lille ou Valenciennes, les collaborateurs sont plutôt des collaborateurs libéraux, pour être très clair. Et c'est là où je rejoins ce que dit ma conseillère et mon confrère, c'est que c'est plutôt les modalités de la collaboration qui atteignent leurs limites. C'est ça, et puis je pense qu'on veut, donc pour la globalité de se faire sortir d'école en disant je suis avocat, je suis libéral, je vais poser ma plaque. C'est quand même dans l'image d'Épinal qu'on a quand on sort de l'école, et en fait on se rend compte que quand on arrive dans certaines collaborations, à partir du moment où l'accord qui est fait et ce qui est la collaboration et comme on l'envisage ou comment elle nous est vendue à l'école, il y a une dichotomie qui est certaine. Et quand on veut être libéral et donc avoir des libertés, ça veut dire aussi avoir des responsabilités, quand on commence et qu'on est collaborateur, peut-être qu'il y a une désillusion les premières années, et que c'est plutôt la manière, quand nous on est collaborants après coup, de se dire oui en fait il faut donner cette confiance, il faut donner cette liberté, et que mon collaborateur c'est je le forme certes, je le rémunère certes, mais comme un sous-traitant, comme un partenaire, et pas comme quelqu'un qui hiérarchiquement m'est inférieur. Et c'est ça qui je pense peut frustrer, peut bloquer dans le cadre des collaborations. C'est pour moi en tant que tel pas le modèle tel qu'il est pensé initialement, mais comment on le vit qui fait que les confrères partent vite. Au final, c'est un statut qui est globalement assez moderne au final, parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de solopreneurs, de freelance, etc. qui se lancent, et en plus l'entrepreneuriat aujourd'hui c'est quelque chose qui est très à la mode depuis les années 2010. Donc peut-être qu'aussi c'est un peu lié à ce fait-là que en termes d'image, s'installer aujourd'hui c'est quelque chose d'assez positif en fait au final. C'est positif, mais aussi il faut rappeler qu'en tant que collaborateur libéral, on est aussi chef d'entreprise. Tout à fait. Le préciser. C'est très très important de le préciser. C'est que comme disait Léo, c'est que nous sommes avocats collaborateurs, et avant d'être avocat collaborateur, on est avocat. Tout à fait. Et nous prêtons serment, et nous sommes au départ une profession libérale, et c'est très important de le rappeler, parce qu'on l'oublie généralement sur ce statut d'avocat collaborateur. On est collaborateur libéral.
Bien sûr. Et dans le RIN, on nous dit bien, l'avocat collaborateur libéral consacre une partie de son activité à celle du cabinet. Une partie. Ouais, tout à fait. Et là, c'est fondamental parce qu'on touche à la liberté, à l'autonomie. Un collaborateur ne doit pas se voir imposer des horaires. Sinon, en fait, on perd l'essence même de la collaboration. C'est vraiment un partenaire. C'est comme ça que je le vois. De toute façon, même en entreprise, un cadre, normalement, il n'a pas d'horaire imposé. Si on est en forfait cadre, oui, tout à fait. Ouais. Après, je rebondis sur le partage entre guillemets du temps, parce que c'est ça au final. Nous, en tant qu'avocat, on a le temps, on court toujours après le temps, qu'on soit collaborateur, associé ou même salarié, on court toujours après le temps. En fait, si je me permets de le préciser, c'est que je pense que c'est toute une question d'équilibre. Trouver un équilibre entre le statut de collaborateur libéral, d'être libéral, mais d'être collaborateur aussi, parce que forcément on a aussi des responsabilités, comme disait Léo, dans le sens où on a aussi des responsabilités vis-à-vis du cabinet qui nous emploie, entre guillemets, mais on a aussi notre clientèle personnelle à développer, et c'est là où tout est une question d'équilibre. Et du coup, est-ce que justement, alors, au niveau de l'UJA, est-ce qu'il y a des propositions qui sont faites pour essayer d'améliorer les choses? Alors je sais pas si c'est un débat qu'il y a eu. Il y a eu une espèce de discussion, je crois. Alors je sais plus si c'était au Touquet ou je ne sais plus où, entre des collaborants et des collaborateurs. Et enfin moi, en tout cas, les échos que j'ai eus, c'est que tout le monde était très choqué de l'opposition qu'il y avait entre les deux. Non, en fait, ce débat, mais il est pas que celui du Touquet, mais il est inhérent depuis un moment, et il y a ce choc. On va dire des cultures et de la manière de fonctionner, où là, que ce soit la communication via les réseaux ou autre, on y est formé pour les nouvelles générations. Dès qu'on arrive, on essaye de créer notre site, on essaye de se positionner en tant qu'entrepreneur, parce que ça fait pas très longtemps qu'on est sorti de l'école, et on nous disait, et ça choquait certains en arrivant, que oui, quand t'es avocat, t'arrives, t'es entrepreneur, tu peux avoir des prospects, des clients. Tous ces termes-là peuvent choquer, et on n'est plus stagiaire en arrivant avocat, on est avocat de plein exercice, et on est avocat de plein exercice. Et le comprendre, pour certains collaborants, il y a vraiment une rupture de génération à un moment donné, et quand certains veulent revendiquer à l'heure actuelle, parce que c'est un terme à la mode, le télétravail ou autre, en fait c'est juste une modalité normale de l'exercice. Si demain je vais en expertise, je sais pas moi, sur la côte, qu'après je veux passer faire un musée ou aller au bord de plage avant de rentrer et autre, je peux le faire. Et si je veux rentrer chez moi plus tôt, mais travailler tardivement, je peux le faire quand je suis collaborateur, comme quand je suis collaborant. Et cette vision de la profession, cette souplesse qu'on a de pas devoir rendre des comptes tout en rendant, c'est un peu complexe à intérioriser. Et on a vraiment, oui, ce choc des cultures, je sais pas si on peut le dire, mais d'époque, qui se ressent extrêmement. C'est exactement le choc des cultures, c'est le bon mot. C'est vraiment En fait, il faut que les collaborants entrent dans la culture du tant que le travail est fait, ça me va. Tout à fait. Bah oui, normalement, oui. Et qu'est-ce qui s'opposerait à ça, logiquement ? Mais c'est là où aussi on arrive dans la question d'équilibre, dans le sens où il faut que le travail soit fait, et c'est évident. Mais il faut aussi que le travail qui doit être fait doit être possible à faire. Ouais, la quantité. La quantité, parce que c'est là où on arrive sur une difficulté, c'est que certes, on doit être libre en quelque sorte. Il faut que le travail soit réalisé, parce que c'est aussi une question de responsabilité vis-à-vis du cabinet, du collaborant. Ça c'est une évidence, mais il faut que le travail soit réalisable, parce que si on a une charge de travail démentielle, cette liberté, en fait, on ne l'a plus. Et la liberté, je l'entends de manière générale, sur les modalités d'exercice, mais également sur les prospects, notre clientèle personnelle, parce que le point entre guillemets d'achoppement, c'est à un moment donné, quand on arrête une collaboration, c'est qu'on a parfois une clientèle personnelle qui commence à se développer, ou on a envie de plutôt développer cette clientèle personnelle, et on arrive sur une absence d'équilibre en disant que notre cabinet ou les collaborants souhaitent nous donner de plus en plus de responsabilités, parce qu'on augmente dans l'âge et donc en expérience, donc on prend de plus en plus de responsabilités, on devient de plus en plus autonome, donc le cabinet est de plus en plus satisfait de notre travail, et à un moment donné, la charge de travail est tellement telle au niveau de la collaboration libérale que il faut ensuite trouver un équilibre sur la collaboration de notre clientèle personnelle, et c'est là où on a une difficulté, et généralement soit on devient associé, soit on crée notre propre cabinet pour pouvoir notamment essayer de concilier tous ces équilibres entre guillemets. Ouais, et pour répondre à ta question sur ce que fait l'UJA par rapport à ça, l'idée actuelle n'est pas forcément de changer de modèle ou de remettre de nouveaux textes ou de densifier, c'est d'avoir un regard différent. C'est-à-dire que quand on est enfermé dans notre collaboration, on se détache peut-être de l'ordre, des syndicats, des autres confrères, et on est dans notre relation de collaboration avec nos clients perso et avec notre cabinet collaborant. Là a été mis en place depuis 2-3 ans ce qu'on appelle par exemple un contrôle a posteriori. Et donc là, on va dans les cabinets
pour discuter. C'est pas, on n'arrive pas comme des policiers pour voir ça se passe mal. Non, en fait, on va juste discuter. Et c'est aussi révélateur parce que dans ces moments d'échange, en principe avec les collaborateurs, mais souvent derrière on va discuter avec les collaborants. On a visé par exemple la liste cette année, on va voir tous les collaborateurs de 3e année, parce qu'on estime que justement c'est l'année un peu de bascule à l'heure actuelle. Et on se rend compte qu'il y a vraiment tout type de fonctionnement. On n'y va pas juste pour dire est-ce que vous devez vous plaindre de quelque chose. Non, c'est pas du tout la posture. C'est plutôt de dire comment vous fonctionnez. Et vous êtes interrogé là-dessus, et pourquoi ça fonctionne comme ça, et de les amener à réfléchir. Et nous aussi d'en ressortir grandi parce qu'on a des billes, oui, dans tel cabinet il fonctionne comme ça peut être intéressant de le dupliquer chez moi, etc. Donc c'est assez axé au final sur la communication, enfin un peu répandre un peu les bonnes pratiques dans la profession. Et c'est vrai que moi, quand je discute avec des collaborants qui se plaignent des collaborateurs, c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a un gros point de friction sur le fait que le collaborateur veuille développer sa clientèle, alors que normalement, effectivement, c'est ce qui est prévu par les textes. Et moi, je trouve que c'est, en tout cas moi, de l'extérieur, il me dit ouais, mais attends, il passe son temps à faire des gardes à vue. En gros, il prend tout ce qui vient. Pendant ce temps-là, il travaille pas pour moi. Et je crois qu'en fait, les collaborants, ils oublient un peu que, en fait, ils donnent, je pense qu'ils donnent trop de travail dès le départ, parce qu'en fait, quand on démarre dans la profession, forcément, on prend plus de temps à faire des actes, etc., ce qui est normal, puisqu'on est en phase d'apprentissage. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de collaborants qui se disent, en gros, il est avocat et il doit quelque part aller aussi vite que moi, en fait, alors que pas du tout. Je me permets quand même de préciser, c'est que on fait des généralités, mais il y a des collaborations libérales qui se passent très très bien. Effectivement. J'espère qu'il y a la majorité. Bien sûr ça. C'est important de le préciser, c'est que je pense que on dit que les collaborants doivent avoir certaines diligences entre guillemets des collaborateurs, mais les collaborateurs libéraux doivent aussi avoir certaines diligences et certains devoirs auprès des collaborateurs. Je pense que c'est important de le préciser. Et il y a des collaborateurs, honnêtement, qui se comportent très mal. Je veux dire, c'est dans les deux sens, bien sûr. Mais voilà. Bref. Il y a aussi un problème, un enjeu en termes de management, parce que on n'est pas formé, de même que d'autres employeurs. Mais le stress du métier fait qu'on a peut-être d'autant plus besoin d'être formé, je pense. Et justement, à l'UJA, moi, je pense qu'on pourrait réfléchir, et j'en ai déjà évoqué un petit peu le sujet, sur des éventuelles formations qu'on pourrait faire à destination des collaborants, justement, pour de leur donner des astuces pour comment instaurer une relation de collaboration fluide, comment mieux manager, comment être à l'écoute, comment communiquer. Et justement, il y a des avocats qui disent, en gros, vous voulez qu'ils soient indépendants, mais vous voulez qu'on les manage. Et donc pour eux, ils se disent, mais il est indépendant, en gros, c'est un prestataire indépendant, mais vous nous parlez de management, vous nous parlez de respect des horaires, et en fait, ils nous disent, en fait, vous voulez les salariés, mais c'est pas des salariés. Enfin bref, il y a aussi ce débat dans la profession. C'est aussi une question de cadre, c'est que le cabinet, forcément, pour qu'il tourne, il faut qu'il y ait un cadre, une sorte de cadre, et donc forcément, il y a aussi les horaires des audiences, il y a les impératifs de délai, on sait très bien, les délais sont, j'ai envie de dire, catastrophiques, dans le sens où on a des délais parfois très très courts, très très restreints. Et donc en fait, c'est là où c'est un peu inconciliable, ou plutôt une difficulté qui se fait jour, dans le sens où, d'un côté, on a des délais, on a des choses à respecter, et de l'autre, on a aussi cette fameuse liberté. Et donc mettre tout ça en ordre, c'est parfois un peu complexe. Il faut trouver un équilibre, et notamment vis-à-vis des collaborants, il faut aussi qu'ils comprennent tout cela, et c'est un peu compliqué à tout mettre en œuvre, sauf erreur de ma part. Et pour vous, est-ce qu'on, justement, en parlant de management, est-ce qu'on est est-ce qu'en gros on est fait pour ça, pour manager, ou est-ce qu'il faut se former, qu'est-ce que vous en pensez un peu? Non, parce que c'est le sujet de mon poste aujourd'hui. Je pense que ce soit le management ou la collaboration, c'est pas inné, d'accord, et c'est pas naturel d'être collaborateur comme d'être collaborant. Sur le point du management, une observation, c'est que ça veut pas dire dicter un cadre horaire, mais ça veut dire effectivement éventuellement dire oublie pas, c'est pour tel délai, et avoir cette communication. 2, faut pas oublier que ce contrat de collaboration, c'est pas juste un contrat de sous-traitance, ça existe le contrat de sous-traitance d'avocat. Le contrat de collaboration, il y a aussi un engagement réciproque qui est de venir dire que le collaborant
offre un espace de formation. Et c'est en ça qu'on dit qu'il y a du management à faire. Voilà. Et la formation, mais on y reviendra peut-être après, c'est pas uniquement sur comment tu rédiges et corriger les fautes. C'est pas du tout l'idée. C'est pas d'aller apprendre à chercher. Ça, normalement, quand on arrive et qu'on est avocat, on est censé le faire. Oui. C'est voilà, des petites astuces, du savoir-être, du savoir-faire, de la gestion éventuellement de cabinets, puisque, comme Cyril le disait, on est nous-mêmes à ce moment-là collaborateurs, gestionnaires de notre cabinet, mais il faut pas oublier que dans le contrat de collaboration, on nous dit que le dossier qu'on te confie en tant que collaborateur, on te le confie et tu dois le traiter comme si c'était le tien. Ce qui fait que quand tu as le dossier, il y a une association globale qui fait que tu dois aussi t'enquérir de il y a une convention d'honoraires, comment on fonctionne dans ce dossier, le temps que je vais passer, il va être rentabilisé pour le cabinet, mais du coup, combien je facture à la fin. Et cette chaîne, elle doit être, à mon sens, englobée de manière générale et comprise du collaborateur. Parce qu'on a des cabinets dans lesquels le collaborateur, on lui dit « Tiens, voilà le dossier, tu me sors un acte, merci, au revoir ». C'est pas juste un juriste qui va faire de la saisie d'acte, en fait, un collaborateur. Quand il est envisagé, il est avocat dans toutes ses facettes, et quand on lui confie le dossier, on lui confie, à mon sens, dans toutes ses facettes. Sinon, oui, il y aura une mésentente et une incompréhension à un moment donné. C'est la gestion d'un cabinet. C'est si on arrive en tant qu'avocat, on n'a pas d'expérience initialement, et un cabinet, c'est de A à Z. C'est-à-dire, il faut trouver le prospect, il faut trouver le client, il va falloir le recevoir en rendez-vous, faire la convention d'honoraires, gérer les différents délais, les actes. Une fois qu'on a géré les actes, on gère aussi le client au quotidien, sur la procédure, sur les délais à respecter. Une fois qu'on a la décision, on va plaider le dossier. Une fois qu'on a la décision, il y a la stratégie, si on interjette appel ou non. Et ensuite, il y a la facturation définitive et le règlement. Donc, c'est toute une facette du métier, comme le disait Olivier, qu'on doit notamment regarder et qu'on doit apprendre aussi. Et alors, justement, au niveau de la formation... Ça allait venir sur J'allais y venir. C'est ça. Moi, le sujet que je retrouve pas mal, c'est un vrai souhait d'être au début, pour faire ses armes, d'être vraiment formé, d'être accompagné par le collaborant. Ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est aussi source de joie si ça se passe effectivement. Et puis de frustration à l'inverse, si on a l'impression d'être jeune collaborateur, lâché dans la nature, sans être accompagné. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment se dire que on recrute, si on est collaborant, on recrute, on investit son temps. On investit du temps, surtout au début, mais tout au long de la collaboration, mais vraiment surtout mettre le paquet au début. La première année, je pense. La première année, très important, c'est hyper important. Ouais. Et parce que les compétences, c'est pareil, les compétences, ça s'acquiert. Ouais, tout à fait. Et parce que, alors justement, je pense que c'est l'un des problèmes, c'est que souvent les collaborants, ils mettent du temps avant de recruter. En fait, ils recrutent parce qu'ils sont débordés. Mais ça pose souci, en fait, puisque justement, ils recrutent quelqu'un en se disant il va me faire gagner du temps. Mais sauf que non, en fait, il faut le former, cette personne. C'est là où on a les différents recrutements de collaborateurs. C'est que, est-ce qu'on recrute un collaborateur, entre guillemets, dans le cabinet de conseil, on appelle ça les juniors, ou les collaborateurs qui ont un peu plus d'expérience, 3 ans, les collaborateurs qui ont plus de 5 ans. Je trouve qu'il y en a de moins en moins, justement. Il y en a de moins en moins. Moi, je vois sur mon barreau à Valenciennes, il y a des collaborateurs qui sont plus anciens et qui sont parfois entre 5 et 10 ans d'expérience. C'est des pépites pour les cabinets, dans le sens où ils sont totalement autonomes, autonomes dans leur gestion des dossiers du cabinet. Et ce sont vraiment des pépites. Donc, quand ils sont recherchés, mais c'est une perle rare. C'est très très dur à les retrouver. Et après, je reviens sur le recrutement, c'est compliqué à retrouver des collaborateurs. En plus, des collaborateurs qui, 1, travaillent, 2, travaillent de manière qualitative, et également qui, ensuite, on a aussi l'humain derrière tout ça. Donc, on le voit, c'est parfois assez compliqué de trouver un collaborateur qui convienne, qui coche un peu toutes les cases. Ouais, il faut que ça matche entre les deux humainement aussi. Et pour l'anticipation de la gestion de cabinet pour les collaborants, on a trop souvent tendance à chercher quand on est sous l'eau, alors qu'effectivement, idéalement, c'est on veut se dégager du temps personnel ou pour aller prospecter, on prend un collaborateur, mais le marché est tendu actuellement et on réagit à contre-coup, alors qu'il faudrait pouvoir l'anticiper. Et actuellement, cette position elle est plutôt à contre-courant de ce qui se fait. C'est parce que aussi, on a encore la vision... moi qui suis assez porté sur l'entrepreneuriat, c'est on a la vision de l'entreprise, du cabinet. Quelle est notre vision à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans ? Plutôt 3-5 ans, parce que 10 ans, ça fait très très loin. Et c'est là où on doit anticiper les besoins du cabinet, mais c'est assez compliqué parce que
faut être aussi réaliste, c'est que avoir une vision à 3 ans, ça veut dire qu'on veut développer sa clientèle, mais la clientèle est parfois volatile. Et c'est là où on veut recruter un collaborateur quand on est un peu sous l'eau pour faire les dossiers, mais à un moment donné, on les recrute, mais il faut aussi qu'il soit autonome. Et donc, s'il n'est pas autonome, on va devoir le former, on va perdre du temps. Et là, c'est le cercle un peu pas vertueux, au contraire, c'est le cercle vicieux. Et évidemment, la relation, on part sur des bases, des mauvaises bases, et forcément, le collaborateur va pas s'y retrouver. Le collaborateur va pas s'y retrouver non plus en disant j'ai recruté un collaborateur qui me convient pas parce qu'il ne fait pas le travail que je souhaite. Le collaborateur dit oui, mais moi je suis recruté, je viens de sortir de l'école, mais je ne sais pas faire, pour être très clair. Et c'est là où on a tout de suite au final des bases qui sont assez friables. Je rejoins totalement ce qui a été dit et par Léo et par Cyril. Et moi, mon expérience personnelle, c'est que au moment où j'ai recruté Alex, mon collaborateur, il a prêté serment, il a rejoint le cabinet en janvier 2022. Mais il avait fait, alors c'était un petit peu différent, il avait fait tous ses stages, enfin la plupart de ses stages au cabinet. Donc on travaille ensemble depuis, grosso modo, depuis 2018. Mais quand je l'ai recruté, en fait, d'abord comme élève avocat, qui est quand même une bonne porte aussi pour bien appréhender la relation, je n'étais pas débordée, mais j'allais avoir mon 4e congé maternité. Donc je me suis dit, là, il faut vraiment, je rejoins ce que dit Léo, se dégager du temps personnel. Je me dis, mais je vais exploser si je n'arrive pas à avoir ce temps personnel. Et ça, il y va de mon équilibre. Donc, j'ai eu effectivement le temps de le former, puisque globalement, j'étais pas débordée. Donc, ça a été une sorte d'anticipation. C'était grosso modo, c'était vraiment, je pense, prématuré au niveau du chiffre d'affaires, mais aucun regret rétrospectivement. Pour moi, c'était ma solution. Mais justement, est-ce que certains se disent pas, en fait, un collaborateur c'est un coût, alors qu'en fait c'est un investissement. Tout à fait. Non mais est-ce que c'est pas ça J'ai dit, j'investis, Alex. En fait, on rejoint au final aussi une des questions qu'on va traiter, c'est la formation du collaborateur, formation de manière générale. C'est qu'on forme le collaborateur pour la gestion du cabinet, mais aussi sur les dossiers. Et ça rejoint le côté investissement, et au final, si on investit du temps, parce que c'est aussi ça, le collaborateur, on va investir du temps sur le collaborateur. Le collaborateur doit aussi apporter, être rentable, pour être très clair. C'est une évidence. On est aussi une entreprise. Mais au final, c'est aussi la question de la fidélisation du collaborateur. C'est que, en fait, ça rejoint tout cela. C'est que si on passe du temps à former un collaborateur, on a envie qu'il soit fidélisé. Bah oui, forcément, on a envie qu'il reste. C'est ça, et puis il y a la définition de quand tu recrutes, qu'est-ce que tu veux en termes de rentabilité. Est-ce que la rentabilité, c'est le schéma qu'on nous apprend en disant le collaborateur doit facturer 3 à 4 fois sa rétrocession, ou est-ce que c'est, non, justement, le collaborateur, il va t'aider dans tous les dossiers que tu as à l'aide juridictionnelle à la marge, ou est-ce que c'est lui qui va te permettre d'aller chercher ton enfant à l'école ou de le garder le mercredi, ou d'aller à ton match de tennis, j'en sais rien. Mais en fait, ta vision de la rentabilité, elle est aussi avec la vision de quitter, et on peut pas faire de généralité par rapport à ça. Pour répondre à l'autre question sur comment on forme, oui, le collaborant doit former, mais il y a aussi une formation initiale et continue, avec 2 observations là-dessus qui vont, je l'espère, puisque la profession a quand même conscience des problématiques dont on est en train de parler. Le CNB est en train de faire modifier les règles, c'est-à-dire que là, nous, actuellement, quand on a été diplômés, il y avait 18 mois d'école. Là, ça va basculer, puisque plutôt que faire juste un stage final et des micro-stages avant, là, on est dans une espèce d'alternance les 6 premiers mois, puis un stage final à la fin. Et ça va encore changer dans les années à venir, puisqu'on va avoir une année complète d'alternance. De sorte que les cabinets vont recruter, et j'allais dire mouler à leur image, les élèves avocats dès l'entrée de l'école pendant 1 an de manière continue, avec des réflexes d'école. Ce qui en soi revient peut-être même au stage qu'on n'a pas connu, mais dans l'idée on revient aussi sur des choses comme ça qui peut-être fonctionnaient mieux à l'époque, j'en sais rien. Deuxième précision là-dessus sur le CNB, c'est qu'on a en matière de formation continue une obligation 20 heures par an, dans les premières années 10 heures de déonto, et il vient d'avoir un nouveau décret, alors je sais pas quand est-ce qu'il s'applique, si c'est cette année ou à partir de l'an prochain, on aura une obligation de formation de 5 heures de gestion de cabinet, qui n'existait pas avant dans les obligations. Donc voilà, c'est pour contraindre, puisqu'a priori on n'arrive pas à nous autoréguler nous-mêmes, d'avoir ces obligations.
Invite aussi les collaborateurs à mettre management, finance, ça va être ça. Enfin, ça de la gestion de cabinet. Ouais, gestion de cabinet, c'est très large. Gestion de cabinet. On attend plus de précision. Après, mais ça va dans le bon sens. Après, il y a déjà des formations qui existent. Bien sûr. Des formations qui ne sont pas obligatoires dans le sens où on a un certain nombre de formations à faire. Est-ce qu'on va faire de la formation sur du droit médical, du droit de l'environnement ou de la gestion de cabinet? Je pense que on va peut-être sur des domaines un peu plus techniques en disant la gestion de cabinet, on la laisse un peu de côté, en disant grosso modo on sait faire, on sait communiquer, on sait former. Et en fait, on se rend compte que, et ça rejoint la question aussi, une des questions que tu as posées, de savoir est-ce qu'on est chef d'entreprise ou est-ce qu'on sait manager ou est-ce que ça s'apprend. Moi, je rejoins plutôt le fait de dire ça s'apprend aussi. Après, certes, on a des prédispositions. On a des qualités naturelles à manager, à gérer son entreprise, mais ça s'apprend aussi. Et moi, je trouve que les bons managers, justement, ils ont conscience qu'ils doivent se former. Justement, je trouve. Côté remise en question. C'est vrai, je trouve. Alors que souvent, des gens où, là, je me dis, lui, il est un peu spécial, etc., dans le management, il se dit, non, pas besoin de me former, alors que c'est tout l'inverse, en fait. Il devrait se former parce qu'il est complètement à côté de la plaque. La formation du chef d'entreprise, en tant que, lorsqu'on crée notre cabinet, qu'on soit collaborant ou collaborateur, lorsqu'on s'installe, on n'a pas de formation de gestion, donc ça va dans le bon sens en disant avoir 5 heures de formation, c'est une bonne chose. On va être réaliste aussi, 5 heures de formation par an. C'est pas énorme, mais bon, c'est mieux que rien. Si on arrive à 5 heures, ça serait déjà une bonne chose, mais c'est pratiquement rien, parce que la gestion d'un cabinet, quand on parle juste du management, on peut imaginer tout ce que ça englobe. Il y a de tout. C'est énorme, et la formation est importante. Et justement, en parlant de formation, donc là on a parlé un peu plus formation, on va dire, juridique au métier. Mais il y a aussi, justement, la gestion de cabinet. Normalement, c'est ça, un collaborant, il doit apprendre aussi à ses collaborateurs à gérer un cabinet, et notamment, question tabou dans la profession, les finances. Parce que ça, personne n'en parle. Enfin, c'est un sujet. Si, toi, t'en as parlé quand t'étais collaboration. Donc le cabinet se reconnaîtra. Ils étaient très transparents sur ça, en tant sur cette formation de comment on facture. Comment on fait une convention d'honoraires, comment on la rédige, comment on facture, comment on est rentable aussi. Ça, c'est très très important, et je pense que mon associé se reconnaîtra aussi dessus en disant il m'a aussi vraiment poussé à savoir comment être rentable sur un dossier. C'est assez complexe dans le sens où on vend du temps passé. C'est ça notre business aussi. On a je veux dire, des prestations intellectuelles, donc c'est ce qu'on vend. Donc comment être rentable et comment le faire comprendre aussi aux clients, c'est une des grosses problématiques qu'on a dans notre métier, c'est d'expliquer aux clients qu'on a une prestation intellectuelle qui vaut de l'argent, pour être très clair, et il faut que ça soit rentable. Et c'est là où on a une difficulté, ou plutôt c'est assez compliqué de facturer. Et, nous, on en parle assez régulièrement. Pour moi, il y a de moins en moins de tabous, j'ai envie de dire. Oui, il y avait un tabou, je pense, antérieurement, mais je ne sais pas si vous me rejoignez, mais on en parle assez librement. Ouais, tout à fait. Entre collaborateurs et collaborants moi, entre collaborants et collaborateurs, oui, on en parlait, mais également entre collaborateurs, parce que l'UJA, c'est ça aussi, c'est d'en parler entre les collaborateurs. Ouais. Et ça, c'est important. Ouais, cette transparence, elle est importante. Et moi, je rejoins Cyril, c'était la même chose. J'ai été associé, et quand je disais tout à l'heure, dans la globalité, quand on te file de dossier, c'est la globalité que tu dois traiter, c'est y compris cette question de la facturation, de comment ça s'anticipe aussi. Et parce que des fois, tu récupères des dossiers, ou toi-même, tu te lances des dossiers, tu pensais pas que tu allais mettre autant de temps. Et c'est en faisant qu'on apprend. Mais forcément, il faut s'y associer. Et là, oui, quand on a des stagiaires, des élèves avocats, des collaborateurs au cabinet, je m'efforce de directement les impliquer là-dessus, puisque je trouve ça toujours compliqué quand on vient par la suite, on le voit, quand en commission litige collaboration ou autre, on a des sources de crispation. Oui, mais il était pas rentable, et oui, mais tu me l'as pas dit avant. Mais en fait, si on est dans un cabinet où on n'a pas de visibilité, ou si on nous dit rentre dans le logiciel, combien d'heures t'as fait, puis je verrai combien on facture. Le collaborateur, il sait pas au final combien on a facturé, il sait même pas à la base combien on avait dit au client que ça allait coûter, et je sais pas moi, un recommandé une mise en demeure qui devait durer 2 heures avec des recherches techniques, ça a pris 10 heures pour le cabinet, que c'est pas facturable, il va y avoir une crispation avec le collaborant, que derrière le client soit va pas vouloir payer, soit va payer mais avec des délais importants, le collaborateur va dire ouais mais moi je suis pas payé, et oui mais voilà, tout ce que disait Cyril tout à l'heure, que ce soit de la convention d'honoraires à la facturation jusqu'à l'encaissement, parce que cette relance et cette gestion client, ça en fait partie, si on n'y est pas associé, malheureusement
peut pas nous-mêmes se l'appliquer et avoir conscience des enjeux d'un cabinet. Donc oui, cette transparence, elle est fondamentale. Jusqu'aux taxes du bâtonnier. Ouais, jusqu'à la taxation. Jusqu'à la taxation, oui, tout à fait. Et pour aussi amener cette transparence et cette implication du collaborateur, je trouve important de lui partager les chiffres du cabinet, Il y a certains qui partagent leur rémunération, des associés qui partagent avec... je sais pas, vous trouvez ça bien? Enfin, honnêtement, moi, je vois pas trop l'utilité en tant que telle, mais bon... Souvent, entre collaborateurs, de toute façon, ils discutent. Enfin, je pense qu'ils connaissent un peu leur rétrocession. Non? Pas, je sais pas. Déjà, on a la fameuse rétrocession de l'UJA, entre guillemets, le montant de la rétrocession de l'UJA, et je tiens à le souligner, c'est que... Ouais, souvent, ils disent le minimum UJA. C'est ça, et ça, c'est vraiment... on n'aime pas l'UJA, mais une des avancées de l'UJA, c'est d'avoir mis une rétrocession, entre guillemets, minimale, parce qu'au final, quand on négocie, et je mets bien des guillemets, à négocier son premier contrat de collaboration, il n'y a pas de négociation. Bah non, oui, souvent au début, c'est imposé. C'est en train de changer, parce que les questions que j'avais quand j'étais président ou quand on intervient à l'ICSAD, c'est pas tellement est-ce que je vais trouver une collaboration, c'est quand j'arrive, combien je peux demander? Alors qu'ils savent, le minimum de tous les barreaux, c'est affiché, mais c'est est-ce que je peux négocier? Comment ça se passe? Et en réalité, il n'y a pas de réponse universelle. Tout dépend dans le cabinet où tu vas. On sait que, je vais prendre un exemple, quand tu es avocat fiscaliste, c'est plus rare. On est dans des cabinets qui ont une gestion différente et tu peux prétendre à plus. Par contre, effectivement, tu sais que les premières années, tu vas pas forcément beaucoup développer. Par choix, parce que le domaine fait que demain t'arrives, tu veux être avocat dans un cabinet en droit pénal, la négociation elle se fait pas de la même manière parce que les confrères fonctionnent différemment, l'entrée aussi de masse financière est différente et ta capacité de développer est aussi plus importante. Donc il y a tout ça à mettre en perspective, mais cette question de négociation, je trouve que de plus en plus les élèves avocats quand ils sortent d'école, c'est l'une des questions dont ils osent débattre, en tout cas là dans les derniers éléments. Parce qu'il y a beaucoup plus d'offres. Parce qu'ils sont désormais effectivement en position de force, oui, tout à fait. Parce que nous, à notre époque, il n'y avait pas de position de force. Non, effectivement. C'est dur. À notre époque, c'est quoi? C'était pas longtemps. En quelques années, le changement, même les promotions d'élèves avocats qui arrivent, c'est plus la même chose. Moi, j'ai commencé au barreau de Douai et je me suis installée tout de suite pour des raisons personnelles et familiales, mais aussi de réalisme en me disant... donc j'étais à l'époque à Orchy, entre Lille, Douai et Valenciennes. Pas d'offres à Valenciennes, pas d'offres à Douai. Pléthore d'offres à Lille, mais avec les problèmes de transport. Bah oui, donc je me suis dit, allez, je m'installe. Oui, des fois, entre guillemets, enfin, je veux pas dire qu'on n'a pas le choix. Enfin, t'avais le choix quand même de t'installer ou pas, mais bon, c'est sûr que les choses, entre guillemets, font bien les choses. Et est-ce que vous avez de temps en temps, parce que je dis ça parce que depuis quelques jours, là, j'ai des étudiants en droit, moi, qui me contactent et qui me disent, alors du coup, ils me disent... quelle est l'image alors ils me demandent à moi en plus, mais bon moi j'ai l'image j'ai l'image en dehors des cabinets, je suis pas à l'intérieur des cabinets. Ils me disent est-ce qu'il y a un vrai conflit effectivement entre collaborants et collaborateurs? Ça c'est une question qui se pose beaucoup en se disant est-ce qu'il va pas y avoir une confrontation les premières années? Et il y a la question de la rémunération. Ça j'ai très régulièrement des étudiants qui me disent tout en fac de droit on me dit qu'en gros je vais gagner un SMIC. Est-ce que c'est vrai? Le problème de la rémunération en tant qu'avocat, c'est assez compliqué de répondre parce que on a déjà le problème des structures des barreaux. Entre un avocat d'un petit barreau et un avocat d'un gros barreau, c'est pas les mêmes rémunérations. Ensuite, on a le problème de la rémunération en fonction du domaine dans lequel on travaille. Ouais. Si on est fiscaliste, on ne gagnera pas la même chose que si on est un avocat pénaliste qu'on débute sur le métier. Ça, c'est une évidence. Ensuite, on a en fonction des cabinets, des gros cabinets vont peut-être payer un peu plus que des plus petits cabinets. Et donc, en fait, avoir une réponse globale sur savoir combien va être rémunéré un avocat, sa rémunération mensuelle, c'est très compliqué. En plus, là, je ne parle même pas du fait de la rémunération annuelle qu'on lise sur un an, parce qu'on a des pics de rémunération mensuels, on a des dossiers qui rentrent moins. Il y a une saisonnalité. Et donc, à partir de là, en fait, répondre à cette question de savoir combien gagne un avocat, moi, j'en suis vraiment incapable, parce que au final, il y a énormément de facteurs qui rentrent en considération. Et si on prend les statistiques du CNB, par exemple, qui généralement, à peu près tous les ans ou tous les 2 ans, ils font des statistiques sur la rémunération des avocats, ils distinguent entre les avocats en province, mais également à Paris. On se rend compte déjà qu'il y a une différence. Et ensuite, quand on regarde les domaines d'activité,
il y a vraiment des échelles de valeur, des échelles différentes entre un fiscaliste et un civiliste. Alors juste au niveau de l'UJA, ici à Lille, c'est combien le minimum UJA ? C'est 2450. Et à Paris, c'est plus de 4000, je crois, non ? 4000. Ouais, pour le GIA, on voit déjà qu'il y a un gap. Après, les charges, etc., oui, après, c'est difficile, l'immobilier, etc. Tout à fait. Mais oui, il y a déjà un gros gap au niveau de la rémunération. Préciser aussi, c'est que quand on parle de la rémunération UJA, et peut-être qu'il y a des étudiants en droit qui vont regarder, qui vont se dire les 2450 €, c'est beaucoup pour un début de carrière, c'est vraiment pas mal quand on rentre dans la profession. 2450 €, c'est en quelque sorte brut, dans le sens où je reviens sur notre point initial, c'est on est collaborateur libéral, on a notre propre entreprise, donc ça veut dire que nos charges, l'URSSAF, qu'on doit payer, la retraite, la CNBF, les cotisations à l'ordre, l'assurance, c'est à peu près quoi, 40% quand même, 30 à 40% qu'il faut retirer quand même. Et c'est là où on enlève de 2450 €, on enlève tout ça, et au final on n'a pas de 2450 €. Et tu travailles pas à 35 heures, c'est ça aussi. Donc auto horaire. Il se peut que les premiers mois, les premiers, oui, mais si t'as tes dossiers perso, etc., tu vas développer. Moi, je tiens à lancer, il se peut pas, c'est même sûr. Non, mais d'accord. Non, mais ça, les premiers mois, effectivement, auto-horaire, t'es en dessous du SMIC quand tu commences. Mais voilà, avec des perspectives qui quand tu mets les moyens, j'entends en investissement, c'est temporaire. C'est quelque chose de temporaire. Contrairement à quelqu'un qui commence au SMIC en étant salarié classique dans une entreprise, théoriquement, t'as effectivement des capacités de développement qui, à moyen terme, sont intéressantes. On peut rassurer les étudiants. On peut rassurer les étudiants, et d'autant que nous, en tant que membres du Conseil de l'Ordre et membres de la Commission Jeunes Barreaux, on valide donc des contrats de collaboration. Et on voit quand même qu'il y a une revalorisation un petit peu de la rémunération quelque part. Certains ne se cantonnent plus simplement au minimum UJA, et puis instaurent d'autres mécanismes pour valoriser le travail du collaborateur, que ce soit des primes, un intéressement sur le chiffre d'affaires et bien d'autres, aussi la rémunération de l'apport d'affaires. Donc il y a des choses qui se mettent en place ces dernières années, et c'est en train de porter ses fruits. Et c'est quoi, c'est une ça commence vraiment à se développer, ou c'est encore vraiment très minoritaire, par exemple l'intéressement Moi, je dirais qu'un contrat sur deux prévoit effectivement une prime ou un intéressement qui sont pas la même chose, parce que la prime, la plupart du temps, pour être clair, c'est à peu près équivalent à un mois de rétrocession, en gros un 13e mois si on veut, mais qui est souvent fonction de on sait pas trop quoi. Parce que quand on est salarié dans un cabinet d'avocat, je crois que c'est pas obligatoire le 13e mois. Le 13e mois est obligatoire. Donc quelque part, ils s'alignent un peu. Oui, sauf que de la manière dont sont rédigées certaines clauses, c'est que cette prime de 13e mois n'est pas forcément le cas, puisqu'il faut pas oublier qu'à n'importe quel moment, il y a une rupture de contrat qui est un peu plus souple que pour un salarié. Oui, non mais tout à fait. Et avec pas d'indemnité quand encore une fois, c'est un contrat de prestation de service, t'es entrepreneur, donc la rupture est libre, il y a juste un délai de préavis à respecter. Mais sur ça, il n'y a pas forcément de débat quand le mois est fixé. Maintenant, il y a de plus en plus de contrats qui prévoient à l'inverse un intéressement en réalité, soit sur la facturation, soit au-delà d'un objectif de facturation. Je rappelle que l'objectif de facturation, c'est pas si tu l'atteins pas, tu seras payé moins. Non, c'est si tu vas au-delà. Non, mais c'est important de préciser parce que des fois, on a des conflits. Quand tu vas au-delà de cette facturation-là, tu pourras avoir tel pourcent sur le chiffre d'affaires que tu auras permis de générer, ce qui est effectivement une des clauses qu'on voit de plus en plus souvent. Et c'est quoi au niveau, moi je suis curieux, au niveau pourcentage, c'est combien à peu près? Moi par exemple, j'avais fait un post LinkedIn où il y en a certains qui voulaient en venir aux mains avec moi, parce que j'ai dit qu'effectivement il fallait que ça soit à 50-50. Ah oui, non. Vous pouvez demander ça aux collaborants. Peut-être mettre en péril la structure. Mais non, mais on pourrait, parce qu'en fait, si on met en fait un palier de chiffre d'affaires en disant, par exemple, je sais pas, moi t'as facturé par exemple 10 000 € par mois, donc là on estime que t'es rentable en fait, et donc tu vas au-dessus, tu vas au-delà, là on pourrait très bien faire du 50-50, voire même plus à la limite, puisque de toute façon les charges sont payées. Oui, mais les charges ne sont pas forcément payées, parce que les charges sont il y a assez peu de variables au final. On va avoir l'URSSAF et la CNBF en oui, mais si par exemple les charges URSSAF, c'est sur oui, mais les charges URSSAF c'est un pourcentage. Et donc par conséquent, si j'apporte entre 10 et 15, je rapporte 5, il y a un pourcentage, et donc si on arrive à 50%, c'est ça, et qu'il reste 2,5 pour le collaborateur. Le collaborant derrière, il devra encore payer un certain nombre de charges quand même avant de le CNBF et tout. C'est quoi, c'est 30% en général sur le chiffre d'affaires, donc lui il reste quand même 20% au collaborant.
Plus les charges de structure. Quand on parle des charges là, les charges de structure, elles sont payées normalement. Quand tu atteins le palier de chiffre d'affaires, normalement elles sont payées. C'est l'objectif de fixer un palier, justement. C'est de dire là, les charges sont payées. En gros, on est en gain total. Enfin, en gain total, bien sûr, il y a l'URSSAF, etc. Mais le CNBF, c'est pareil, il est plafonné. Il y a un plafond aujourd'hui de CNBF. Moi, a priori, c'est ce qu'on m'a dit. Il y a un plafond. Quand on atteint un plafond de chiffre d'affaires, c'est terminé. Ça n'augmente plus en fonction du chiffre d'affaires. Je sais plus combien il est, c'est peut-être 300 000 euros. Les plafonds sont les plafonds. Il y a quelque chose comme ça. Mais globalement, avant ces taux-là, la CNBF vous prend 1/5 de vos. Oui, tout à fait. Ça, c'est quand même énorme. Mais je veux dire, en tout cas, moi, c'est parce que je pense à mes clients qui ont des beaux cabinets, etc., où des fois, il y a 12 associés. C'est vraiment des gros cabinets. Ils savent que quand ils ont atteint un palier de chiffre d'affaires, il n'y a plus que l'URSSAF, en fait, au final, à payer dessus, effectivement, qui est le gros variable. Et ensuite, là, je me dis, effectivement, il pourrait y avoir un intérêt à se dire 50%, parce que du coup, en gros, 30%, ça reste pour les charges variables. Le collaborant, il se prend les 20%, et le collaborateur, il a 50%. Il a tout intérêt à développer, à s'investir dans le cabinet. Ce serait un changement de paradigme énorme. Et est-ce que ça risque... Alors peut-être, j'en sais rien, le vaste sujet là-dessus, est-ce que ça peut peut-être avoir un effet collatéral de se dire, du coup, je m'investis vraiment corps et âme dans l'activité pour le cabinet, au détriment de mes dossiers perso. Après, c'est un choix de savoir le choix de carrière en disant, est-ce que je veux m'investir beaucoup plus dans le cabinet et potentiellement être associé ou je préfère potentiellement développer ma clientèle personnelle pour éventuellement soit partir et créer son propre cabinet ou créer un cabinet ou rejoindre un autre cabinet avec sa propre clientèle personnelle. C'est vraiment plutôt un choix de carrière. C'est ce que je veux dire. Moi j'ai été surpris à force d'échanger avec les collaborateurs, c'est qu'on est parti du postulat de départ que dès qu'on voulait sortir, on voulait développer pour s'associer ou pour s'installer. En fait, il y a une proportion de confrères qui veulent pas forcément ça et qui veulent à l'inverse s'investir à fond dans leur cabinet pour qu'on leur propose une ascension en interne, de devenir partenaire, associé, etc. Mais sans avoir à ramener leur clientèle perso et leur apport en industrie, etc. Et ce modèle-là, qui est valable pour être clair sur des gros cabinets, ils sont dans cette logique-là de je veux cravacher pour avoir des bonus et pour après montrer que je sais travailler, mais pas forcément montrer que je sais gérer un cabinet ou ramener des clients, ce qui sont deux choses, mais ça, c'est tout dépend dans quel type de structure tu veux évoluer. Il y a une clause qui, en ce moment, fait un petit peu débat. Alors, à Lille, je ne l'ai pas encore vue. À Paris, elle commence à être mise en place. C'est une clause, je ne parle même pas de l'apport d'affaires, je parle du fait qu'il y a des cabinets qui proposent une double prime en réalité. Une prime, c'est si tu atteins tel plafond, ce qu'on disait, si on te fixe 10 000, si tu factures au-dessus, il y a un pourcentage. Alors pour être très clair, pour l'instant, c'est clairement pas 50% de ce qu'on voit passer. Mais il y a une double prime de dire, mais nous, dans l'idéal, c'est que tu développes pour un jour être notre associé. Et donc pour nous prouver que tu arrives à développer, si demain tu arrives à facturer pour tes clients perso, alors voilà, ça va peut-être faire ruer dans le brancard, pour tes clients perso une certaine somme, on te donne une prime pour avoir réussi en plus à maintenir ton chiffre pour notre cabinet et à réussir à développer à côté. Alors là, il y a un vrai débat. Mais est-ce que c'est pas un peu malsain que le collaborant connaisse le chiffre d'affaires parce que c'est ça au final. Oui, mais si demain t'as vocation à t'associer, tu vas venir mettre sur la table, regardez moi ce que je suis en capacité de facturer. Donc voilà. C'est là où on revient sur la transparence, la question. Une des questions en disant est-ce que le collaborateur doit connaître les chiffres du collaborant et inversement, est-ce que le collaborant doit connaître les chiffres du collaborateur? Ouais, mais justement, après lui, le collaborant, il peut dire regarde ton chiffre d'affaires, tu travailles pas pour moi en fait. C'est là où tout dépend de la perspective. On revient sur la transparence et la confiance. C'est vrai que tout dépend de la perspective. Et c'est là où on arrive aussi sur la négociation en disant si je souhaite m'associer si on me propose une association, le collaborant me propose une association, ça veut dire que je vais apporter aussi ma clientèle personnelle et tout se négocie et de savoir quelle est la valeur de la clientèle du collaborant et quelle est la valeur de la clientèle du collaborateur. Et c'est là où on arrive sur de la négociation en disant s'il y a un rachat de parts ou d'actions, s'il y a un rachat de parts, forcément il doit y avoir de la transparence sur savoir si je rachète 10, 15 ou 20% du capital, ça coûte combien, et surtout moi si je rapporte ma clientèle personnelle, ça rapporte combien, ça va apporter combien au cabinet. Et donc là on arrive sur une question de transparence. Est-ce que au final, la transparence, c'est dans les deux sens. Tout à fait. Mais je pense que ça, on arrive plutôt sur la fin de la collaboration, en disant soit on arrive à négocier et j'arrive à intégrer le cabinet en tant qu'associé, soit la négociation n'aboutit pas et on arrive sur un point de non-retour et que le collaborateur va soit s'associer dans un autre cabinet, soit créer son propre cabinet. Et alors parlons un peu des conditions d'exercice des locaux.
Parlons un peu de tout ce qui est... Alors, je sais pas, non, a priori, c'est pas obligatoire que l'avocat il ait un bureau, mais par contre, tu dois peut-être avoir quelque chose de fermé pour ces dossiers, parce qu'il y a des questions de confidentialité, normalement, au niveau des dossiers à l'intérieur des cabinets. Est-ce qu'il doit, je sais pas, avoir un placard avec une clé pour dire je stocke mes dossiers, et voilà, il y a de la confidentialité. Parce que de plus en plus, aujourd'hui, il y en a qui vont en coworking, il y a aussi les open space qui commencent à arriver un peu dans la profession, même si moi, honnêtement, je suis plutôt contre, parce que en tout cas, je n'aime pas à titre personnel l'open space, c'est pour ça que je suis plutôt contre. Mais quelles sont un peu les obligations aujourd'hui qu'a un cabinet vis-à-vis de ça, et qu'est-ce qui est en train de se passer via l'open space, le télétravail aussi qui est mis en place? Je te laisse. Alors, le cabinet doit mettre, c'est plus le volet RIN, mais doit mettre en place les moyens matériels pour accueillir comme il se doit le collaborateur. Pas de placard à balai, normalement. Non, mais oui, c'est très large. Rigole, mais c'est très large. Bon, on voit parfois que les trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais bon, oui, c'est à la marge. C'est à la marge, et ça heureusement. Mais néanmoins, il peut y avoir des sujets. Mais en fait, l'essentiel, c'est on n'est pas obligé, le collaborateur n'est pas obligé d'avoir un bureau fermé à lui. Et puis l'exiguïté de certains locaux étant ce qu'elle est, c'est pas possible. En revanche, il faut absolument que le collaborateur puisse recevoir en toute confidentialité sa clientèle personnelle, et aussi celle du cabinet, évidemment. Donc on lui met à disposition soit un bureau, soit une salle de réunion. Oui, c'est ça. On puisse y accéder. Une question aussi de secret professionnel, en disant le client qui arrive... Des échanges. Qui arrive voir des échanges, mais aussi sur la visualisation des dossiers. Les dossiers, sur les codes des dossiers, il y a les noms des clients. Normalement, le client qui vient voir son avocat n'a pas accès ou ne doit pas voir... savoir qui sont les autres clients, bien sûr. C'est ça, et donc c'est là où on doit avoir accès... que ce soit avocat collaborant ou collaborateur, on doit avoir accès à une salle de réunion, et qui, au final, ne permet pas d'identifier les autres clients. Oui, ou alors que ce soit rangé. Enfin, en tout cas, c'est un bureau, mais que les dossiers soient rangés. Et qu'on ne voit pas. Oui, voilà, pour les questions de confidentialité. Et donc, au niveau, alors, le télétravail, alors, ça doit être des points de friction dans les cabinets, le télétravail. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui arrivent et qui veulent du télétravail. Bon, parce que, honnêtement, je trouve ça assez logique. Mais il y en a beaucoup qui estiment que quand on n'est pas dans les locaux, on ne travaille pas. Oui, mais c'est pour moi. L'ancienne génération. Ouais, mais c'est pour moi un faux débat, parce que c'est les mêmes collaborants qui seront là que la moitié du temps, parce qu'ils considèrent que tous les soirs, ou à l'inverse, tous les matins, et qui ont des horaires décalés. Si le collaborateur a envie de venir à l'aube mais de finir tôt, ou vice-versa, on est toujours sur cette notion de confiance en réalité. Et cette demande de télétravail, elle a émané beaucoup, et on a même dû prendre des vadémécum dans la période Covid, parce que forcément les cabinets ont dû continuer à tourner. Et au retour, il y a effectivement un certain nombre de cabinets qui, si le collaborateur n'est pas là, estiment qu'il ne travaille pas forcément, ce qui est un non-sens, parce qu'à l'inverse, on a des collaborateurs qui du coup font du présentéisme, qui sont là, qui sont derrière leur bureau, qui restent jusqu'à pas d'heure. Alors à Lille, c'est moins le cas, mais c'est pas parce que le collaborateur va rester jusqu'à pas d'heure qu'il fera un boulot efficace. Enfin, c'est humain, de toute manière, on peut pas avoir une capacité de concentration de 15 heures par jour, c'est pas possible. Mais blague à part, voilà, dans la liberté d'organisation, c'est la même question que quand on parle, est-ce que c'est un contrat de collaboration à temps plein? En fait, le temps plein est pas vraiment à temps plein, puisque il y a une partie qui, matériellement, est consacrée à nos propres clients personnels quand on est collaborateur. C'est la même chose pour la liberté d'organisation. Si je suis en audience, je peux tout à fait passer toute l'après-midi, mais prendre un autre dossier. Et donc, si je peux travailler dans les couloirs du palais, passer des rendez-vous clients téléphoniques pendant ce moment-là, c'est aussi du travail. Donc, voilà, l'autre question, c'est est-ce que quand on est chez soi, on a les conditions matérielles d'exercice qui nous permettent de réellement faire un télétravail ou un travail à distance? Donc, logiquement, c'est parce que dans certains cabinets, ils fournissent pas forcément un ordinateur portable. Oui, c'est pas du tout. C'est là où on rejoint ce que tu disais sur le contrat de collaboration. Il doit prévoir notamment la capacité de travail, et que le cabinet doit mettre à disposition la force. Les moyens d'exercice. Les modes d'exercice. Et c'est là où on arrive sur ordinateur portable ou non, double écran ou pas double écran, aussi chaise de bureau, bureau. Ça, on arrive vraiment sur machine à café. Machine à café. Ça, on arrive sur ces questions-là. Et après aussi, il y a tout le réseau à mettre en place également sur le secret des échanges, la sécurité des données. Tout à fait. Oui. Mais après, télétravail, il y a aussi, même dans la jeune génération, il y a pas mal de collaborateurs qui ne sont pas très friands du télétravail. Ouais, c'est vrai. Et les collaborants ont beau leur dire, mais tu sais, tu peux... Ah mais non, moi je préfère être au cabinet parce que en plus on rencontre, on parle, on discute, etc. Donc
C'est vraiment. Je pense pas que ce soit la. Je pense que c'est peut-être une des professions, même dans la jeune génération, qui est peut-être pas si fan que ça du télétravail. Enfin, c'est mon sentiment en tout cas. Moi j'aime beaucoup, mais au cabinet tout le monde veut être présent, donc je suis présente. Ouais, puis pour répondre au point sur pas le télétravail du coup, mais est-ce qu'il faut avoir un bureau fermé? C'est pas dans les règles. On a même une validation de la Cour de cassation qui dit qu'on peut aller dans des open space. Outre que dans les cabinets d'avocats, dans des coworking qui sont pas forcément des coworking d'avocats. Alors certains ils vont en disant justement je vais me faire des clients parce que c'est des startups, parce que nous au cabinet, pour être clair, on a un coworking d'avocats où on reçoit des confrères autres. Et je m'attendais à ce qu'effectivement ce soit des confrères qui sortent de collaboration et qui soient des jeunes installés et que c'était quelque chose de temporaire. Comme ça justement on a cet espace, on discute parce que ça reste une profession solitaire avant d'aller trouver des locaux. Et en réalité, c'est pas tellement le cas. Proportionnellement, c'est plutôt soit des confrères qui avaient une grosse structure, qui changent de mode d'exercice, ou à l'inverse, qui avaient un bureau mais qui veulent alléger ces charges-là, qui se rendent compte que entre les dates d'audience, au final, ils ont besoin d'un bureau fixe que, je sais pas, 1, 2, 3 demi-journées par semaine et d'un bureau pour recevoir leurs clients, mais le reste du temps, ils le font de manière nomade, de manière beaucoup plus flexible. Et c'est pas forcément, effectivement, les plus jeunes sortis d'école. Quand on sort de l'école, globalement, on veut sa plaque et on veut un bureau fermé. C'est encore fort ancré. Et c'est après, je pense, qu'on évolue sur notre conception de cet open space, de ce coworking. Mais... Ça dépend aussi encore, comme tu disais, du mode de fonctionnement de l'avocat et aussi de son activité. Si je fais une activité de conseil et je ne vais jamais plaider, j'aurais besoin potentiellement d'un bureau fixe. Alors que si je cours de tribunaux en tribunaux, des tribunaux en tribunaux, potentiellement un espèce de coworking à côté d'une gare, par exemple, peut être très appréciable. C'est vrai que c'est un sujet qui est important et qui est pareil source de friction à l'intérieur des collaborations. L'arrivée d'un enfant, j'allais dire. Et souvent, c'est on va dire les premiers gros points de friction entre collaborants et collaborateurs. Il y a, je sais pas, le père, il a quelque chose ou pas? Oui, il a 4 semaines. Bien sûr. Oui, il a 4 semaines. Et c'est récent, ça, non, qu'il ait 4 semaines ou... 2 ans. Ça fait... ça fait 2 ans. C'est assez Avant, récent. c'était 11 jours. Depuis 2 ans, c'est 4 semaines, comme les droit commun. Ouais, voilà, donc c'est assez récent. Donc il y avait, forcément, il y a toujours ce problème un peu j'allais dire discrimination, mais c'est pas vraiment une discrimination, mais forcément une mère, elle, alors c'est combien de semaines? 16. Pour le premier, pour 16 un enfant. semaines pour le premier. Ouais. Voilà, 16 semaines, alors que le père, donc c'est que 4. Est-ce qu'il faudrait pas équilibrer... Ouais, mais est-ce qu'il faudrait pas justement équilibrer les choses pour justement qu'il y ait une égalité par rapport à ça, puisque justement peut-être qu'un collaborant se dira non, moi je vais prendre plutôt un homme parce qu'il a que 4 semaines, alors que forcément s'il recrute une femme, ça sera 16. Après on regarde les statistiques, il y a plus de femmes dans la profession. Bah oui, en plus il y a plus de femmes dans la profession aujourd'hui. Ils vont être bloqués, oui. Après. La durée du congé repos maternel, ça tient compte du fait que, sauf erreur de ma part, les pères n'accouchent pas. Oui, non mais ça, je suis d'accord, mais c'est plus par rapport à l'égalité, pas l'égalité dans le sens où il faut qu'il y ait le même temps de repos. C'est une pression bienvenue. C'est plus en fait... Non, mais ça pourrait être en même temps. C'est plus que c'est plus contraignant pour un cabinet forcément d'avoir une femme qui accouche que si c'est un homme qui est père en fait au final, puisque c'est que 4 semaines. C'est dans ce sens-là où je veux dire... Fractionnable en plus. C'est-à-dire que tu ne prends pas 4 semaines de continu. Et globalement, pour moi, le sujet, il n'est pas sur la durée, la disparité du congé maternité-paternité. Quoique le congé paternité pourrait être un petit peu rehaussé, ce serait, je pense, bienvenu. C'est plutôt après. C'est-à-dire qu'on constate chez les avocates n'échappent pas à la tendance du fait que c'est plutôt elles, globalement, qui vont finir plus tôt, à 18h, 18h20, voilà. Et on a toujours cette disparité par rapport à la répartition de la charge sur l'enfant, les horaires raccourcis. Et ça c'est sûrement quelque chose de plus profond dans la société, alors qui peut, à mon avis, évoluer et évolue déjà. Moi, je vois autour de moi, il y a quand même une bien meilleure répartition dans cette génération-là que dans celle de mes parents. Donc, moi, je vais chercher mes enfants à 16h30. C'est ce que j'allais te dire. J'ai plein de contre-exemples. Je retravaille après.
Mais moi c'est un truc, j'ai pas dit que c'est un point d'honneur, mais c'était important pour moi d'aller les chercher à 4h30. Donc le matin, c'est plutôt ma femme qui les emmène. Bon, ce matin, c'était moi, malheureusement. Mais du coup, je vais aller les chercher tout à l'heure à 4h30. Et je trouve que justement, en plus, le travail aujourd'hui nous permet justement de... Enfin, moi, typiquement, vous avez reçu un mail de ma part à 22h hier soir. Mais typiquement, voilà, je les couche à 20h, 20h30 et je retravaille derrière. Mais moi, personnellement, je trouve pas que c'est un sacrifice. Moi, j'ai envie de passer du temps avec eux. Ils sont petits, il faut les voir grandir. Donc voilà, ça doit faire aussi partie... alors, c'est sûr que c'est plus compliqué quand on est collaborateur entre guillemets, d'imposer ça aux collaborants, quoi. Non, mais je pense pas, parce que, encore une fois, ça, tu peux l'imposer, parce qu'on est ça reste un contrat de gré à gré, on reste sur une relation qui est censée être égalitaire par rapport à ça, et qu'on peut tout à fait avoir cette explication-là. T'es individuel, à partir du moment où le travail est fait. Alors oui, bien sûr, t'as des audiences, des fois tu peux pas, mais quand tu seras à ton compte, quand tu seras associé, c'est la même chose. L'audience, tu peux pas garantir de finir à 17h. Des fois, tu vas finir à 23h parce que c'est le jeu, mais tu vas rattraper différemment, tu vas t'organiser différemment. Et non, là, je suis pas forcément d'accord qu'effectivement, les hommes sur la prise en compte, et les confrères de notre génération qui ont des enfants actuellement, hommes, j'entends, peuvent tout à fait aussi bien finir tôt et autres. Ce qui est en revanche reproché, c'est pas tant la période d'arrêt en tant que telle, parce que oui, c'est embêtant parce que la personne connaît les dossiers, parce qu'on l'a formé pour, ça désorganise. Mais ça s'anticipe. Si la collaboratrice a pas d'anxiété à annoncer le plus tôt possible qu'elle va être enceinte, ce qui devrait être le cas normalement, ça permet d'anticiper, de recruter, de même. Après, c'est compliqué d'en parler quand même, de dire j'ai pour projet de faire un enfant, mais c'est compliqué, je trouve. Oui, non, mais j'entends, mais après, t'es pas salarié à ce moment-là, c'est dans des échanges, c'est dans des projets de vie. J'entends que ce soit compliqué, mais une fois que c'est dit, ça permet à tout le monde d'être assuré, et un congé maternité qui est anticipé par le collaborateur permet à tout le monde d'être beaucoup plus serein. Là où moi je vois les plus de points d'achoppement, c'est pas tant de ne pas être payé ou autre, puisque en réalité, en tout cas là au barreau de Lille, l'absence en temps et en désorganisation, elle est réelle. L'absence d'un point de vue financier, c'est pas le cas, puisqu'on a mis en place un certain nombre de garanties qui permettent d'être en statu quo par rapport à ça. Le cabinet sort pas forcément d'argent quand la collaboratrice est absente. C'est plutôt le retour, où il y a toujours ce préjugé de venir dire, au-delà de fait de finir plus tôt, c'est de dire bah oui, mais elle a la tête ailleurs, ah bah oui, mais peut-être qu'elle va allaiter. Et en fait, il y a, je pense, des a priori par rapport à cette notion de rentabilité, de quand tu reviens et que t'as pas été là pendant 16 semaines, donc 4 mois, est-ce que t'as toujours ça? Il y a les nuits qu'on fait pas forcément bien. Il y a tous ces éléments-là qui font que c'est plus des préjugés, je pense, mais il n'empêche une période qui doit pouvoir anticiper et discuter avec le cabinet. Au final, c'est le débat qu'on a dans la société actuelle. Bien sûr. C'est le débat qui éclabousse notre profession aussi, dans le sens où on ne peut pas échapper à ce débat en disant quelle est la place de l'homme vis-à-vis de son enfant, quelle est la place de la femme vis-à-vis de son enfant, parce qu'on a aussi la femme qui souhaite développer sa carrière professionnelle, et donc on a un développement de la carrière professionnelle, on a aussi la maternité, mais c'est exactement la même chose pour l'homme, et donc comment l'homme peut venir en soutien de la femme, ou la femme en soutien de la femme, évidemment. Et donc c'est là où ce débat en fait de société, on l'a dans la profession, et donc j'entends ce que disait ma consoeur en disant cette charge, est-ce que c'est la femme ou l'homme qui a cette charge, notamment d'aller chercher l'enfant ou pas, et je pense que c'est un débat de société. Bien sûr. Faut que les cabinets faut rester optimiste, et c'est en train de changer. Et moi aujourd'hui, si je que je recrute un collaborateur ou une collaboratrice, je ne veux même pas me poser cette question-là. Bien sûr. Bon, on devrait pas se la poser, normalement. Enfin, c'est plus normalement le feeling. Non, on ne doit pas se la poser. Bah oui. Oui, mais, je refuse de me la poser. Non, mais je pense qu'il faut aussi que, forcément, l'arrivée d'un enfant, ça change dans un couple, la vie privée, etc. Mais il faut aussi que quelque part le cabinet, il accepte ce changement aussi de son côté. Parce que ça va avoir aussi des répercussions. Ouais, mais c'est toujours la question. Quand tu es épanoui à titre personnel, tu peux l'être à titre professionnel. Si de l'autre côté c'est pas le cas, ça rejaillit sur ton travail aussi. Donc, c'est à moins de noter un désinvestissement soudain après quelques mois, après être sorti de congé. Sinon je vois pas le sujet, et au contraire je me dis, mais surtout que certains d'entre nous sont déjà parents, mettons-nous à leur place, quoi. Comment on aimerait être traités, nous, à notre retour, avec les nuits écourtées, avec toujours l'envie quand même de développer notre activité, donc un peu d'empathie, quoi. Ouais, et puis moi pour avoir moi je suis père de 2 enfants, ils commencent à être grands maintenant, donc ça va mieux, mais au début effectivement c'est dur, quoi. Je veux dire, en termes de les nuits, on a du mal à faire ils font pas leurs nuits, machin, etc. Donc
quelque part, il faudrait aussi accepter que pendant quelques mois après le retour, qu'il y ait une charge de travail peut-être un peu moindre. Tu vois, sur ce point de vue-là, on est en train là, de travailler parce qu'il y a une expérimentation qui a été faite pour permettre justement aux maires, en l'occurrence, d'avoir un retour progressif qui te permet tant de reprendre pied progressivement, mais aussi toi, parce qu'il ne faut pas oublier quand tu es collaboratrice, encore une fois, tu as tes dossiers, qui théoriquement, même si on sait qu'on travaille tous un peu malheureusement pendant même les congés ou autres, on ne devrait pas, mais il y a le fait que tu as toujours, tu pars 4 mois, tes clients, en l'occurrence, veulent être informés, il y a éventuellement des dossiers, même si tu peux demander à des confrères de te substituer ou autre, et c'est l'avantage du métier là-dessus, il y a ce fameux lien avec les clients, et il y a une possibilité, il y a une expérimentation qui te permet de faire un retour progressif. D'accord. Et c'est cette semaine, elle s'étale, et en fait, tu fais 2 jours au cabinet, 2 jours, même vis-à-vis de l'URSSAF, ça te permet de quand même facturer, etc. Et là, actuellement, on attend que le Parlement veuille bien renouveler et que ce soit passé dans une loi. Ah oui, c'est un projet, expérimenté. quoi. En fait, c'est expérimenté 3 ans. Chloé en a bénéficié, elle pourra en parler. D'accord. Mais là, actuellement, on est dans une zone de flou pour savoir est-ce qu'on transforme l'essai ou pas. C'est ça. C'est une expérimentation donc, qui a été lancée en 2020-2021. Donc, j'ai pour... ma 4e grossesse, j'ai pu en bénéficier. C'est-à-dire que j'ai eu légalement le droit de reprendre au bout de 8 semaines à partir de l'accouchement. J'ai eu le droit de travailler 1 jour par semaine. Non, c'était, je crois, je sais plus. Il y avait quelque chose comme... non, c'était, je crois, 2 jours par semaine le mois d'après, et le mois suivant, 1 jour par semaine, ou l'inverse. En tout cas, j'ai pu travailler un certain nombre de jours, facturer ce jour-là, recevoir les clients ce jour-là. Et tous les jours qui ont été déclarés comme étant travaillés pendant ce congé ont été décalés, donc reportés. Donc, j'ai perdu aucun droit. Et ça m'a permis, mais ça m'a enlevé un stress en me disant, ça me prépare à retourner sur le chemin du travail. Et je peux ne pas lâcher totalement l'activité. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Ça pèse sur le chiffre d'affaires et parfois à moyen terme. Oui, non, mais c'est vrai qu'on parle des conséquences sur le cabinet, mais ça a des conséquences aussi vis-à-vis des clients. Parce que forcément, un client qui se dit elle ne va pas être là en gros pendant 4 mois, il y a aussi des réticences de ce côté-là aussi, forcément. Il y a un débat qu'on va porter bientôt avec la commission parentalité du Conseil de l'Ordre. À Lyon, ils ont modifié leur règlement intérieur pour permettre, pour donner la priorité à l'audience aux consoeurs enceintes, quel que soit le stade de la grossesse. C'est vrai que ce serait bien. Ce qui est théoriquement déjà le cas dans les usages. Bien sûr, d'ailleurs, toutes les consoeurs peuvent témoigner qu'on leur a laissé la place. Sauf en même temps, on a la délicatesse dans le RI. Mais oui, la courtoisie. Non, mais c'est vrai je pense qu'avec la robe, c'est vrai que ça doit être compliqué à voir, non parce que elle est large, non? C'est ça, et comme ça ne se voit pas, les consoeurs n'osent pas forcément dire comment... regarde. mais comment, du coup, il y aura une information non? Alors, comment ça se passe? L'idée, c'est de... Alors, peut-être c'est écrire des évidences, et ça m'attriste aussi en tant qu'avocate avant tout de devoir écrire des choses qui relèvent de notre devoir de confraternité, de délicatesse, d'une évidence. Mais l'expérience a montré que malheureusement c'était absolument pas du tout la majorité des cas, et les retours qu'on a sont assez sidérants. Donc on va porter ce débat, mais il y aura forcément du débat, et je suis, même si ça peut paraître un petit peu dommage d'écrire d'enfoncer des portes ouvertes, je pense qu'il faut le faire. Parce que normalement c'est à l'ancienneté, c'est ça l'extériorité, donc l'extériorité, tu viens loin, après il y a le bâtonnier, effectivement. Lui il s'en fout, c'est le bâtonnier, bâtonnier extérieur et ancienneté. Mais moi personne ne m'a laissé passer. Ah ouais? Non, personne. Non. Mais moi je me dis effectivement, est-ce que c'est, il faut le savoir entre guillemets, je pense que la robe c'est vrai qu'elle est très large. Bon après forcément ça se sait. Je veux dire, à part les premiers mois où peut-être là effectivement il faut le dire, mais je pense qu'effectivement au bout de 4, 5, 6 mois etc, à force les confrères ils le savent que la personne est enceinte. Et... Pas forcément, parce que par exemple je prends le barreau, moi je suis un barreau de l'ancienne, donc on est un petit barreau, donc potentiellement ça peut tu te connais, savoir, mais après on peut être aussi discret sur sa vie personnelle et ne pas le savoir. C'est ça. Après sur le barreau de Lille, sauf faire de ma part, il y a quand même beaucoup plus d'avocats, 10 fois plus. Et puis il faut que la consoeur elle ose aussi. C'est sûr qu'il faut oser le dire. Peut-être annoncer au greffier, à la greffière avant, je sais pas. Et ça reste aussi sa vie privée, donc est-ce que la consoeur souhaite ou pas le dire, ça relève aussi de la vie privée, donc je pense qu'il y aura un beau débat à avoir. Oui, tout à fait. Parce que je pense même sur la mise en œuvre. Qui vont vouloir le dire, il y a des consoeurs qui vont pas forcément vouloir le dire parce que ça relève strictement de leur vie privée. Je pense que c'est un beau débat à avoir, mais en même temps ça relève pour moi de l'évidence. C'est ça. De pas terminer à 1h30 du matin en correctionnel, enceinte de 8 mois. Bah oui.
Ça serait mieux, effectivement. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup des échanges. Ils étaient hyper intéressants, je trouve. Et puis surtout, c'est un sujet qui intéresse énormément aussi bien des étudiants que des jeunes confrères ou même après des collaborants. En tout cas, on espère qu'on n'a pas été trop sévère avec les collaborants. Mais même si, comme on l'a dit, pour moi, c'est vraiment des deux côtés. Enfin voilà, c'est une relation à avoir. Et alors après, je ne sais pas si vous avez des stats ou pas, mais je pense que l'immense majorité des collaborations se passe bien. Ouais. Donc le respect est là. Voilà, et que tout le monde y trouve au final son compte. Et donc je vous dis alors j'allais dire à la semaine prochaine, mais non. Et je vous dis donc au mois prochain pour le prochain épisode de Sans Robe. Au revoir.